Bonjour, c'est notre rendez-vous santé du mois de mars en compagnie de Laurent Carligny. Bonjour. Bonjour Maria. Alors aujourd'hui, docteur Carligny, on va parler du diabète. Aujourd'hui, durant toute la semaine, c'est un mal dont on entend beaucoup parler, mais quelle définition on pourrait donner au diabète ? Alors le diabète, pour expliquer un petit peu simplement, c'est une augmentation chronique, c'est-à-dire durable, du taux de glucose, du taux de sucre dans la circulation sanguine. Effectivement, oui, c'est une pathologie fréquente, de plus en plus fréquente, parce que là aussi on les dépiste, on les diagnostique beaucoup mieux. Comment ça se fait qu'on a du diabète ? C'est parce qu'on mange trop de sucre, on est avec du diabète ? Alors il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1 où effectivement c'est un diabète qui touche dès l'enfance, dès le jeune âge. Donc on peut considérer oui qu'on est avec le diabète et là c'est une prédisposition génétique et c'est plutôt une pathologie auto-immune, c'est-à-dire qu'on va avoir des anticorps qui vont détruire les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Et puis il y a le diabète de type 2 qui est le diabète de la cinquantaine comme on dit et qui est plutôt lié aux facteurs de risque cardiovasculaire, au manque d'activité physique et sportive, au surpoids, etc., comme on le verra plus tard d'ailleurs. Donc il y en a un en quelque sorte que l'on peut améliorer et puis l'autre que l'on peut équilibrer, on peut dire ça ? Il y en a un que l'on peut éviter, le type 2, et puis il y en a un effectivement qu'on ne peut pas trop éviter, et par contre qu'on peut diagnostiquer précocement et qu'on peut bien traiter. Alors comment on diagnostique ? Pourquoi on va voir si on a du diabète ? Quels sont les symptômes du diabète ? Alors, diagnostiquer le diabète, c'est un peu compliqué parce que c'est une pathologie, en tout cas pour le diabète de type 2, ce dont on va essentiellement parler aujourd'hui. Déjà, c'est 90% des diabètes, donc c'est le diabète le plus fréquent. Et le diagnostic, parfois, n'est pas forcément évident parce que c'est une maladie, comme on dit, qui est chronique, mais qui est aussi silencieuse, insidieuse. Et on a souvent tendance à le diagnostiquer un peu tard, soit à l'occasion d'un bilan sanguin qui était fait lors d'un bilan de routine, ou alors, et là c'est un peu plus embêtant, à l'occasion d'une complication du diabète. En pratique, l'examen le plus simple, c'est de faire une prise de sang pour déterminer la glycémie, donc la concentration de sucre dans le sang. On considère qu'on est diabétique lorsqu'on a deux glycémies à jeun qui sont supérieures à 1,26 g par litre ou une glycémie à n'importe quel moment de la journée supérieure à 2 g par litre. L'autre moyen aussi biologique de détecter le diabète, c'est de doser l'hémoglobine glyquée. Ça, c'est un paramètre biologique que beaucoup de patients connaissent. C'est un peu c'est une moyenne pondérale de l'ensemble des glycémies des 3 derniers mois. En dessous de 6%, on est tranquille. Au-dessus de 6%, les choses commencent un peu à se compliquer. Alors, est-ce que quand on a pris du poids, qu'on a pris de l'âge et qu'on va voir son médecin, on lui demande de faire une prise de sang pour voir si on a du diabète ou c'est automatique ou il y a d'autres... La prise de sang, c'est un peu la prescription automatique. Je pense qu'un bilan annuel chez un patient de plus de 50 ans, c'est la moindre des choses pour déjà le dépistage de la prostate et puis effectivement pour le bilan du cholestérol et le bilan de la glycémie. Donc oui, c'est quelque chose qu'on diagnostique quand même assez facilement. Après, il y a l'histoire des complications du diabète. Le patient peut venir nous voir parce qu'il y a une complication inaugurale du diabète, c'est-à-dire que c'est la complication qui va nous faire diagnostiquer le diabète. Donc l'exemple le plus fréquent, ça va être la plaie du pied qui cicatrise mal, et ça peut être aussi un signe d'alerte. Ça peut être aussi les carotides et les vaisseaux du cou qui ont tendance à se boucher, et puis les problèmes d'hypertension, les problèmes coronariens, etc. Alors sur le diabète, on entend souvent dire aussi diabète sucré, certaines personnes qui sont diabétiques, quand elles ont une crise de diabète, doivent prendre du sucre, d'autres au contraire doivent ne pas en prendre. Comment ça marche ? Alors déjà, il faut rappeler la définition scientifique médicale du diabète. Le diabète de type 2 est lié à ce qu'on appelle une insulinorésistance, c'est-à-dire que les cellules de l'organisme et essentiellement du tissu adipeux, du muscle et du foie vont devenir résistantes à l'action de l'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Le but de l'insuline, c'est de faire baisser la concentration de glucose dans le sang et de faire rentrer justement ce glucose dans ces fameuses cellules qui deviennent insulinorésistantes. Donc du fait de l'insulinorésistance, le pancréas va produire beaucoup plus d'insuline jusqu'à s'épuiser et jusqu'à ne plus pouvoir en sécréter et jusqu'à faire augmenter et exploser le taux de glucose dans la circulation sanguine. Donc voilà l'amalgame en fait entre le diabète et le sucre. Merci beaucoup, Dr Carligny. Merci. On va vous retrouver demain pour continuer donc cette émission sur le diabète. À demain. À demain.
Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour, docteur Carligny. Bonjour Maria. Les rendez-vous santé du mois de mars, on parle du diabète. Est-ce qu'il y a des signes? Vous disiez que c'était une maladie relativement silencieuse, mais il y a des signes avant-coureurs. On entend dire on boit beaucoup, notamment la nuit. Oui, effectivement, ce sont les signes évocateurs d'une hyperglycémie, d'une augmentation du taux de glucose dans la circulation sanguine. Les principaux signes sont l'état de fatigue un peu extrême ou un peu intense, ce qu'on appelle l'asthénie. Il peut y avoir effectivement des troubles un peu en termes d'irritabilité, les patients qui sont un peu plus irritables, qui ont un peu moins de morale. Il faut penser effectivement à doser une glycémie dans la circulation sanguine. Et puis le fameux syndrome polyuro-polydipsique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sucre dans le sang, beaucoup de sucre dans les urines, donc on va beaucoup uriner et on va avoir très soif, on va avoir beaucoup. Donc c'est le symptôme typique d'une découverte de diabète de type 2. Et puis vous disiez aussi une cicatrisation qui se fait mal. Alors oui, ça ce sont essentiellement les complications du diabète. Les complications du diabète, il faut savoir qu'elles surviennent en moyenne 10 à 20 ans après le diagnostic de diabète et qu'il y a plusieurs types de complications. Le diabète va toucher les gros vaisseaux, ce qu'on appelle la macroangiopathie, un terme un peu technique, et donc ça va essentiellement toucher les carotides, créer des plaques d'athérome, ce qui va boucher la carotide et ce qui va favoriser la survenue d'accidents vasculaires cérébraux. Il faut voir que le patient diabétique est exposé 2 à 3 fois plus que la population normale à faire un AVC. Les artères du cœur pour les gros vaisseaux, avec le risque de coronopathie et d'infarctus du myocarde. Si on veut donner quelques chiffres, on sait qu'il y a en moyenne chaque année 10 000 patients diabétiques hospitalisés qui présentent un infarctus du myocarde et qui vont avoir un traitement par une angioplastie, un stent. Les artères du rein et créer ce qu'on appelle une insuffisance rénale. 40% des patients dialysés sont diabétiques et il y a à peu près 3000 nouveaux patients chaque année qui partent en séance de dialyse à cause de la fameuse néphropathie diabétique. Ça touche aussi les artères des jambes. Donc ce qu'on appelle l'artériopathie des membres inférieurs. De la même manière que les carotides, ça va venir encrasser ces artères. Dans l'oxygène, ce fameux oxygène qui est transporté par le sang va moins bien vasculariser effectivement les artères des jambes et donc on va avoir un défaut de cicatrisation en cas de plaie. D'autant plus qu'à cela peut s'ajouter des neuropathies qui font qu'on sent moins la plaie. Donc si une plaie passe inaperçue, ça peut vite devenir catastrophique. Finalement, le pancréas contrôle tout. Finalement, le pancréas contrôle effectivement des choses vitales. D'autres complications? Complications, oui, les complications oculaires, parce que 40% des patients diabétiques vont présenter des rétinopathies diabétiques et que c'est à peu près la première cause de cécité après 65 ans. On va avoir aussi, alors après, dans le cas du diabète, s'intrigue tout ce qu'on a, l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire, donc l'hypertension, donc la dyslipidémie, c'est-à-dire traiter le cholestérol, le surpoids, l'obésité, la sédentarité. Donc c'est la prise en charge du diabète est globale. Alors justement, à propos de ce surpoids, l'idée qu'on se fait du patient diabétique, c'est qu'il est justement en surpoids. Or, dans certains cas de diabète, alors peut-être de type 1 ou de type 2, je ne sais pas, on voit des patients qui sont très maigres et qui perdent beaucoup de poids. Oui, alors le diabète de type 1, de par son mécanisme, exclut les personnes qui sont en surpoids. Quoi qu'on peut prendre du poids pendant l'adolescence et pendant l'âge adulte et avoir son diabète de type 1 et présenter un excédent de poids. Mais pour le patient diabétique de type 2, la plupart du temps, il y a quand même une surcharge pondérale qui est présente, qui fait partie de ces fameux facteurs de risque cardiovasculaire et qui est une principale cause effectivement de développer un diabète. Alors, l'âge moyen de diagnostic du diabète, il faut savoir qu'il est aux alentours de 65 ans. Les premiers cas arrivent à la quarantaine et le pic d'incidence est aux alentours de 75 ans. Et il y a 20 à 30% des patients diabétiques qui ne sont pas diagnostiqués du fait de l'évolution parfois silencieuse de la maladie, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, comment ça se fait qu'on le diagnostique sur des personnes à partir, vous disiez, d'un certain âge? Ça veut dire qu'avant, même quand on mange du sucre, peut-être on l'élimine mieux, ça marche mieux? Alors, déjà, effectivement, lorsqu'on est jeune, l'organisme fonctionne mieux, le pancréas régule mieux les fonctions qu'il doit réguler, notamment la sécrétion de l'insuline, mais on le diagnostique beaucoup plus tard parce qu'il y a une période de latence, une période pendant laquelle la maladie est asymptomatique. Ça ne veut pas dire que les dégâts ne sont pas déjà là, ça ne veut pas dire que le pancréas ne fonctionne déjà pas, mais simplement, effectivement, le retentissement et les complications qui arrivent 10 ans après le début de la maladie ne se font que sur la soixantaine. Donc on peut déjà avoir des signes à 40 ans et ne présenter effectivement un diagnostic qu'à 60 ans. Merci beaucoup, docteur Carligny. Merci à vous. À demain. À demain.
Bonjour et bienvenue, c'est le docteur Carlini. Bonjour. Bonjour Maria. Votre rendez-vous santé, cette semaine on parle du diabète. Alors est-ce qu'on doit manger des choses particulières quand on est diabétique? Alors, lorsqu'on est diabétique, on peut manger tout en quantité proportionnelle. Normalement, ça devrait être valable pour tout le monde, mais un peu plus pour les diabétiques. Oui, il y a effectivement des règles un peu plus strictes chez le patient diabétique qu'on ne devrait pas avoir, ou moi par exemple. Et quelques éléments de base à connaître qui paraissent un peu anodins et mais qui sont tout aussi importants. Alors, 3 repas par jour, 3 repas équilibrés par jour. On espace ces 3 repas en moyenne entre 6 et 8 heures. On a droit à 1 à 2 collations, 3 heures au moins après le repas précédent. On évite effectivement les aliments trop gras, notamment les acides gras saturés. On évite les aliments trop sucrés. Là, il y a un distinguo qui est assez facile à faire. Maintenant, on arrive à classer les aliments qui ont un index glycémique élevé et les aliments qui ont un index glycémique bas. Donc ça, c'est un score qui est déjà factuel. Supérieur à 70, on considère que l'aliment a un index glycémique élevé, inférieur à 50, qu'il a un index glycémique bas. L'index glycémique, c'est un peu le reflet de la faculté de l'aliment à faire monter le taux de sucre dans le sang. Donc plus il est haut, plus le taux de sucre est explosif. Donc les principaux aliments qui ont un index glycémique élevé, vous avez les farines blanches, les pâtes blanches, surtout bien cuites, le riz blanc, et pas le riz basmati. En aliments classiques, les pommes de terre, les navets. Vous avez aussi les carottes bien cuites, mais pas les carottes crues. Le temps de cuisson a tendance effectivement à faire monter l'index glycémique. Il faut le savoir, c'est important. Les céréales soufflées comme les cornflakes, le pain blanc, le pain de mie, le pain burger. Voilà, c'est un peu les aliments. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas ne pas en manger, mais ça doit rester quand même exceptionnel sur un mois. Privilégier les fibres, les féculents, les fruits, les légumes, les graines, les céréales. On peut aussi, pour ceux qui aiment les épices, le curcuma, la cannelle, voilà à peu près les règles de base hygiénique. Petite parenthèse, pourquoi le riz blanc et pas le riz basmati? C'est l'histoire de la pâte blanche en fait, c'est ce qui fait monter comme dans les pâtes l'index glycémique et puis surtout aussi le temps de cuisson. Donc le riz basmatique bizarrement est autorisé, mais le riz blanc classique ne l'est pas. Donc après, quand on apprend peut-être sa pathologie, on apprend justement à réguler ses repas, à savoir quoi mélanger avec quoi. Oui, tout à fait. Après, alors on peut déjà effectivement aller voir un diététicien, ça se fait de plus en plus, ça marche très bien, ça permet de prescrire un régime alimentaire. Un régime alimentaire, ça ne veut pas dire ne pas manger, mais en tout cas, savoir ce qu'il faut manger, à quel moment, et donner un peu un exemple type de menu au moins sur une semaine. Alors ça peut paraître après un peu répétitif dans le temps, mais ça permet déjà de poser les bases, de savoir ce que l'on peut manger ou pas. Et puis oui, après, moi comme je dis aux patients, on peut se faire plaisir, on peut manger de tout, mais tout est question de quantité, tout est question de fréquence. Voilà, quand je dis qu'on peut pas manger des cornflakes, ça veut pas dire qu'il faut pas en manger du tout, mais ça veut dire qu'il faut peut-être pas en manger tous les jours. Le pain burger, ça veut pas dire aussi qu'il faut pas du tout en manger. Le patient diabétique, quel que soit son âge, il a le droit de se faire plaisir, mais ça doit rester quand même de l'ordre de l'exception dans le mois. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça quand on mange à l'extérieur, par exemple? Comment on fait pour équilibrer? C'est compliqué lorsque vous travaillez, lorsque vous mangez à l'extérieur, que vous n'avez pas forcément le temps la veille de préparer le repas pour le lendemain, mais c'est ce qu'il faut s'efforcer de faire. Parce que le seul moyen de manger sainement, c'est se préparer soi-même son repas. Parce qu'on sait ce qu'on met, en termes de quantité, en termes de qualité, et c'est plus facilement contrôlable que les plats tout prêts, surgelés, que vous mettez au micro-ondes et que vous achetez au supermarché. Et je crois qu'il faut faire tout sauf ça. Donc là, c'est pareil, vous avez le droit de le faire une fois par semaine, parce que c'est un peu la corvée de cuisiner, mais il faut que ça reste vraiment exceptionnel. Si on tient ces mesures d'hygiène, entre guillemets, on peut réguler son diabète sans avoir recours à un traitement? Alors, oui, ça c'est une mesure d'hygiène primordiale, c'est pas la seule. Voilà, le diabète n'est pas forcément lié à la malbouffe. Donc ça fait partie effectivement du critère. Il faut aussi faire une activité physique sportive régulière. Les recommandations en moyenne c'est 30 minutes 3 fois par semaine. Alors activité physique, ça ne veut pas dire aller faire un footing ou un marathon. Le jardinage, le fait d'aller balader, de se promener avec une certaine vitesse de marche, ça contribue largement à une activité physique rentable. Il faut aller chez son médecin traitant pour faire contrôler aussi son cholestérol, pour faire prendre sa tension, pour réguler la tension, parce que là aussi ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont étroitement liés avec l'alimentation au diagnostic du diabète. Donc oui, non, il n'y a pas que l'alimentation et pas que le régime alimentaire qui permet de l'éviter. Et puis il y a des études aussi récemment qui ont une évidence qu'il y a la flore intestinale
qui est un peu aussi le reflet de ce que l'on est, de ce que l'on mange, des médicaments que l'on prend, du mode de vie que l'on a, qui aurait visiblement un rôle dans le diagnostic du diabète. Donc c'est un peu la signature de l'individu et il y aurait peut-être des choses à faire là-dessus, mais ça c'est en cours. Bonjour, ce sont les rendez-vous santé du docteur Carlini sur Alter Ego Hansa. Bonjour. Bonjour Maria. On parle du diabète en ce mois de mars. Donc vous avez évoqué en début de semaine les complications du diabète. C'est vrai que ça touche beaucoup d'organes en fait. Oui, effectivement, le retentissement du diabète est important et donc effectivement il y a un tas d'examens, de dépistage et de prévention à faire pour diagnostiquer au plus tôt l'apparition de ces complications. Le meilleur moyen de prévention, c'est d'équilibrer son diabète. Alors pour équilibrer son diabète, il faut avoir une surveillance accrue de ses glycémies. Donc le moyen le plus simple, hormis le bilan sanguin que vous faites trimestriel chez votre médecin traitant, pour le fameux dosage de l'hémoglobine glyquée, c'est d'avoir son petit appareil à dextro avec ses lancettes et ses bandelettes et d'effectuer régulièrement des contrôles de l'index glycémique sur le bout du doigt. On préconise en moyenne de le faire 2 fois par jour en variant les moments de prise de ces glycémies, de ces dextros. Alors souvent le matin à jeun avant le petit déjeuner, avant le repas du midi, 2 heures après le repas du midi et puis de manière un peu répétitive pour le repas du soir. Ça permet effectivement de voir où on en est de son diabète, d'ajuster le traitement, de mieux l'équilibrer et de prévenir l'apparition de ces complications. Le délai moyen, comme on le disait lors de la précédente émission, c'est 10 à 20 ans après le dépistage et le diagnostic du diabète. Et effectivement, il y a tout un tas d'examens à faire et de spécialistes à voir pour détecter plus précocement et pour les dépister, les diagnostiquer au mieux et les traiter. Les complications oculaires, ce qu'on disait, les rétinopathies, le fond d'œil, le patient diabétique doit faire son fond d'œil annuel chez l'ophtalmo. C'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale puisque le diabète est une affection longue durée. Les vaisseaux, du coup, les carotides, le Doppler à faire chez l'angiologue ou chez le cardiologue. Les complications aussi qui touchent les artères des jambes, le Doppler des membres inférieurs. Les complications rénales, donc là c'est simplement un test d'urine à faire, on va doser ce qu'on appelle l'albumine, c'est une protéine qui normalement n'est pas, qui est censée être bien filtrée par le rein, ne pas être en abondance dans les urines, et en cas de néphropathie, le rein a tendance à les laisser passer, on en retrouve en abondance. Donc ça c'est un signe effectivement assez facile à mettre en évidence. Et puis la consultation chez le cardiologue annuel, pour aller pédaler sur le vélo, pour faire son épreuve d'effort, son échographie cardiaque, pour dépister les troubles du rythme, et puis pour effectivement voir un peu l'état des coronaires. Donc on fait tout ça en amont, en prévention, on fait des examens réguliers. On n'attend pas d'avoir la complication pour le faire. Une fois que la complication est installée, on n'a pas le choix, on le fait. Mais effectivement, et ça c'est le travail du médecin généraliste, comme on le fait très bien, d'aiguiller le patient, de l'orienter, de lui donner les délais pour la prescription des examens et contrôler qu'il soit bien fait. On pense aussi aux podologues que l'on peut aller voir pour justement prévenir les complications liées à une mauvaise circulation. Tout à fait, effectivement, le podologue, là aussi, séance prise en charge par la sécurité sociale dans le cadre d'une affection longue durée à 100%. Et effectivement, le travail du podologue, c'est de repérer les petites plaies, notamment entre les orteils, qui passeraient inaperçues du fait des complications neurologiques et artérielles des patients diabétiques au niveau des membres inférieurs, et de les traiter précocement. Parce que le patient diabétique ne sent pas ses plaies, les artères des jambes sont bouchées, donc la vascularisation et l'oxygénation se fait moins bien, donc il y a un retard de cicatrisation. Et après, ça peut prendre des ampleurs dramatiques, de l'amputation de l'orteil jusqu'à l'amputation du membre inférieur, comme ça nous arrive de voir. Donc oui, le rôle du podologue est aussi très important. À partir de quel moment on définit un patient diabétique? Parce qu'on peut avoir ponctuellement une montée du taux de sucre dans le sang selon l'alimentation qu'on a eue peut-être sur le dernier mois. Tout à fait. La définition biologique du diabète, comme on l'avait précédemment cité, de glycémie à jeun supérieure à 1,26 g par litre, ou une glycémie à n'importe quel moment de la journée, que vous ayez mangé ou pas, supérieure à 2 g par litre. Là, on considère que vous êtes diabétique. Entre 1,10 et 1,26 g par litre, on est dans ce qu'on appelle le prédiabète. C'est-à-dire que c'est le moment où tout se joue. Si le patient fait attention, s'il mange bien, s'il fait une activité physique, s'il contrôle sa tension, s'il contrôle son cholestérol, on a une chance de voir les effets de ne pas s'installer dans du diabète. On a un retour en arrière qui est largement faisable. Et ça arrive souvent. Mais effectivement, et l'hémoglobine glyquée. Ça, c'est un peu le marqueur infaillible. C'est la moyenne des glycémies sur les 2-3 derniers mois. Lorsque vous avez plus de 6% d'hémoglobine glyquée, on vous considère comme diabétique. Alors, on ne va pas parler du diabète de type 1, qui lui est très très fléché, mais ce diabète de type 2, est-ce qu'il y a des traitements? Oui,
Il y a des traitements, ce qu'on appelle les antidiabétiques oraux. L'avantage qu'a le patient diabétique de type 2 par rapport au patient diabétique de type 1, c'est qu'il échappe précocement à l'insulinothérapie, c'est-à-dire à devoir se piquer avec des stylos en sous-cutané au niveau du ventre. Il y a les antidiabétiques oraux qui fonctionnent très bien. Il y a une multitude d'antidiabétiques oraux, d'associations d'antidiabétiques oraux. Il y a des molécules aussi qui sont sorties sur le marché il y a 6, 7, 8 ans, qui fonctionnent très bien avec moins d'effets secondaires, moins de contre-indications aussi. Et puis voilà, lorsque le diabète échappe au contrôle de ces médicaments que l'on prend par la bouche, il y a l'option de l'insulinothérapie avec les insulines lentes, les insulines rapides. Mais bon, c'est des traitements qui sont plus contraignants, mais bon, qui existent et qui fonctionnent très bien aussi. Merci, Dr Carline. Merci, à demain. Merci, à demain. Bonjour, ce sont les rendez-vous santé du Dr Laurent Carlini. Bonjour. Bonjour. On parle du diabète cette semaine. L'hypoglycémie, l'hyperglycémie, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, l'hypoglycémie, c'est pas une chose peu fréquente chez les patients diabétiques. Ça arrive parce qu'on a mal adapté son traitement, parce qu'on s'est trompé dans une dose d'insuline, parce qu'on a pris son traitement diabétique sans manger. Donc c'est quelque chose de fréquent, il faut savoir le reconnaître et il faut savoir quoi faire en cas d'hypoglycémie. La définition biologique d'une hypoglycémie, si le patient prend son dextro parce qu'il se sent pas bien, c'est une glycémie qui est inférieure à 0,6 g par litre. Là, ça veut dire qu'on fait une hypoglycémie. Qu'est-ce qui doit alerter? Les symptômes de l'hypoglycémie: état de fatigue, sueur, pâleur, tremblement, sensation de faim un peu douloureuse, un flou visuel, sensation de malaise, un malaise carrément, sans ou avec perte de connaissance. Ce sont les symptômes de l'hypoglycémie. Donc le réflexe du patient, si tant est qu'il le peut, c'est de prendre son appareil à dextro et de mesurer la glycémie capillaire, c'est-à-dire la glycémie au bout du doigt. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'hypoglycémie? Il faut se resucrer. Alors il y a des astuces un peu bébêtes mais qui fonctionnent très bien. C'est une cuillère à soupe de confiture, c'est une petite briquette de jus de fruits, de jus d'orange, une petite canette de coca, pas light, du vrai coca avec du sucre pour le coup. De se prendre 3 morceaux de sucre ou de se faire effectivement une tartine de biscottes de pain avec un peu de confiture et de recontrôler la glycémie 15 minutes après. Pas avant, pas après. Et si la glycémie est toujours basse, il faut recontinuer la méthode de resucrage. Maintenant, si vous avez un patient qui a fait un malaise et qui est trop sonné pour pouvoir faire sa glycémie, la personne doit effectivement, ce qui se trouve à côté, effectuer le contrôle glycémique. Si impossibilité, bon après il faut voir avec le médecin ou appeler le 15 effectivement. Quels sont les risques de cette hypoglycémie? Donc faire un malaise, est-ce qu'il y a des risques plus importants? Les risques, il y a toujours des risques. Bon, le risque de l'hypo, après on peut faire un coma hypoglycémique. Bon, après ça fonctionne très bien avec le resucrage, mais c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas bénéfique pour les neurones, donc c'est quand même des choses qui sont à éviter le plus possible. L'hyperglycémie, à contrario, oui, là aussi, parce qu'il y a une erreur sur le traitement, parce qu'on a trop mangé malgré le fait que le traitement soit bien fait, parce que le traitement n'est pas adapté, il y a des symptômes d'hyperglycémie et des complications plus graves de l'hyperglycémie. Les symptômes, c'est les mêmes que lorsqu'on diagnostique un diabète. On boit beaucoup, on fait beaucoup pipi, on est fatigué, on est énervé, on a les pulsations du cœur qui s'emballent. Ce sont les symptômes de l'hyperglycémie. Les hyperglycémies qui perdurent un peu dans le temps, sur quelques jours, quelques semaines, et qui atteignent des taux explosifs, vous avez des complications aiguës qui nécessitent une prise en charge hospitalière. Ça va certainement parler à beaucoup de personnes, l'acidocétose diabétique, le coma hyperosmolaire, ça c'est des choses que le patient ne peut pas gérer seul, c'est une prise en charge urgente et rapide. Voilà, parce qu'autant on peut comprendre le resucrage, comme vous l'appelez, mais face à une hyperglycémie, on ne peut pas enlever du sucre. Non, face à l'hyperglycémie, il faut se demander pourquoi on est en hyperglycémie. Donc il faut chercher ce qu'on appelle des facteurs déclenchants, les facteurs aggravants. Alors si vous êtes malade, si vous avez une rhinopharyngite, une grippe, ça peut perturber effectivement le diabète. Si vous prenez de la cortisone parce que votre médecin vous a mis sous cortisone pour une pathologie quelconque, ça peut perturber le diabète. Et puis si le traitement est mal adapté tout simplement, ou si vous ne faites pas bien le traitement, la glycémie a vite fait de monter et c'est plus embêtant. Et là il faut reconsulter. Est-ce que le stress est un facteur de diabète ? Oui, le stress, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, donc pour l'hypertension, pour le cholestérol, pour les infarctus du myocarde, et on a vu que le stress est un facteur à part entière, effectivement, de déclencher du diabète. D'ailleurs, le stress déclenche beaucoup de pathologies. Alors, on va terminer... On ne peut pas ne pas parler du coronavirus. On a entendu parler justement que pour ces patients diabétiques, le coronavirus, ces patients diabétiques étaient plus fragiles face à ce risque de Covid-19. Oui, mais ça, c'est pas une nouveauté. On sait que toute pathologie aiguë, intercurrente,
est toujours un peu plus problématique pour un patient diabétique. Un patient diabétique, il est souvent hypertendu, il est souvent dyslipidémique, il est souvent coronarien, donc il est polypathologique comme on dit, il a des comorbidités cardiaques et on n'a pas attendu le coronavirus pour savoir qu'il fallait faire attention parce que la grippe chaque année ça tue plus pour l'instant. Une bronchite ça peut compliquer le diabète et ça peut aussi se finir à l'hôpital. On en voit bon nombre passer par les urgences effectivement pour une simple bronchite, mais ça déséquilibre un diabète et ça peut évoluer vers des complications comme on les a vues aiguës, graves. Donc oui, le coronavirus, oui, c'est dans l'air du temps, mais la grippe et tout ce qu'il y a autour aussi sont tout aussi fatales. Quand on est diabétique, il faut se faire vacciner contre la grippe par exemple. Oui. Impérativement, pour soi, pour l'entourage, et il faut aussi que l'entourage du patient diabétique se vaccine. Donc vaccin antigrippal saisonnier chaque année qui marche très bien. Le vaccin de l'entourage, on y pense moins souvent. Il y a eu cette campagne pour la coqueluche, pour la naissance des bébés, ce cocooning. Il faut faire la même chose quand on a... Oui, parce qu'on peut avoir un proche touché d'une bronchite chronique, d'un asthme sévère, d'un diabète, un proche stenté. Et effectivement, il faut penser à ce proche-là. Donc nous, en soi, si on a la grippe, on va s'en remettre. Mais il ne faut pas effectivement transmettre la grippe à un patient fragile. Donc la vaccination de l'entourage est tout aussi importante finalement. Merci beaucoup, Dr Carligny. Merci d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie, une émission que l'on retrouve en podcast audio et vidéo, www.alta-frequenza.corsica. À bientôt. À bientôt.